Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Alors je suis chez Cosa Vostra, bien confortablement installé, en face d'Albert. Salut Albert. Bonjour Mathieu. Tu es donc Albert Dantoir, Oui. tu travailles chez Nalo et tu es directeur de la clientèle privée. Alors Nalo, on a déjà reçu Guillaume il y a quelques mois. Parce que j'aimais bien le concept ce qu'on appelle du goal-based investment, donc l'investissement par objectif. Mais aujourd'hui, on va pas parler de goal-based investment, c'est pas l'idée. On va parler de la banque privée. C'est ça un peu mon idée. Et voilà. Et je suis presque surpris d'avoir quelqu'un de chez Nalo pour me parler de la banque privée. Mais tu m'as expliqué pourquoi t'es. Enfin bon, maintenant a priori si t'es là, c'est que t'es quand même un peu légitime. Hein. Je me suis aussi un peu renseigné, mais tu vas nous expliquer pourquoi. Parce que quand même, la banque privée... alors moi, j'ai la chance d'être en banque privée, mais je sais pas si c'est une chance, en fait, à part juste pour le fait de se la péter et de dire que je suis en banque privée. Mais je suis pas sûr d'avoir bien compris ce que j'avais en plus. Et je suis un peu sévère quand même, et si mon banquier de la BNP m'écoute, je l'embrasse. Et quand même, l'année dernière, ça m'a servi. Ils m'ont dégoté un truc avec un fiscaliste interne, un ingénieur en fiscalité, je crois, une ingénieure d'ailleurs, qui m'a quand même dépatouillé un truc sur une vente de boîte et pour comprendre un peu ce que ça allait coûter, etc., qui m'a bien servi. Donc je dois dire que pour une fois, en 10 ans, la banque privée m'a servi. Mais fort heureusement, je ne paye pas les 500 € par mois par an qu'ils me demandent pour la gestion privée, parce que je comprends pas trop pourquoi je les paierais. Donc voilà. Toi, tu es banquier privé alors? Oui, alors j'ai été banquier privé dans des banques privées parisiennes en gestion de fortune. Et puis aujourd'hui, je suis chez Nalo. Mais tu servais à quelque chose du coup? Oui, non mais en fait, c'est une évolution. D'accord. Il faut vraiment voir ça comme une évolution. Alors je vais te donner une image qui va certainement te faire sourire parce qu'elle fait sourire tous mes clients. Je fais cette comparaison. Après la Seconde Guerre, il y a eu le plan Marshall avec les tracteurs. Ouais. Donc les laboureurs labouraient leur champ avec une paire de bœufs ou une paire de chevaux et puis une charrue. Et puis ils ont vu le tracteur arriver. Et puis ils ont dû se dire, tiens, est-ce que ça va vraiment bien labourer mon champ? Parce que moi, ma paire de bœufs, je la connais bien, je suis bien, etc. Et puis ils ont dû essayer le tracteur. Ils se sont dit, tiens, on va voir qu'est-ce que ça donne. Puis ils ont dû dire, finalement, je suis à l'abri de la pluie, du soleil quand il fait chaud, je laboure un peu plus vite, finalement, la précision est bonne aussi. Donc c'est une évolution technologique et technique. Il faut vraiment le voir de cette façon-là. C'est simplement qu'il faut prendre le virage. Soit on prend le virage, soit on ne veut pas le prendre. Un peu pareil entre la télé à tube cathodique et l'écran plat. Enfin, ou le tracteur GPS maintenant. Voilà. D'ailleurs, j'ai acheté un tracteur GPS. Non, mais presque. J'ai une petite confidence à te faire. C'est que j'ai fait les moissons chez un ami en juillet 2016. Pendant un mois, et c'est vrai que c'est quand même assez bien fait. J'ai GPS, etc. Donc, en fait, je vais presque rejoindre la nécessité du virage à prendre par la gestion privée grâce à la technologie. C'est aujourd'hui, tu peux, grâce à la techno, faire tes investissements de manière extrêmement personnalisée à très peu de frais. Et de façon très diversifiée. Oui, parce que, alors, déjà, il y a quand même des tas de choses qu'on ne faisait pas avant, et c'est toujours un peu le truc... c'est que pour la moindre opération, alors, et c'est là où il y a eu cette transition qui a été assez longue, et mon analyse du truc, c'est que la moindre opération que je voulais faire avant... C'est payant. Oui, mais surtout, il fallait que j'aille voir mon banquier physiquement, ou que je l'appelle, signer, et que lui, éventuellement, ait un ordinateur ou quelque chose, ou que signer, qu'il envoie un courrier, qu'il fasse des choses, mais on ne pouvait pas rien faire soi-même. Alors que l'épargnant ou le consommateur, lui, il veut presque le moins possible voir son banquier. Elle parle son banquier ou autre personne, mais dans la vie, on a quand même plein de choses à faire. Quand j'étais dans des banques privées précédemment, dès qu'on pouvait faire les choses par scan, par mail, par téléphone, il le faisait.
Ils disaient, je vais pas venir en rendez-vous pour. Et ils avaient raison. Non, souvent, tu as besoin de le voir une fois au oui, début, une fois par an, à pour peine. faire, ouais. D'ailleurs, à peine. Enfin, il y en a qu'on voit pas pendant quelques années. Tout se passe par au téléphone et ça se passe très très bien. Je veux dire, il y a pas de problème. Moi, je vois aujourd'hui. Reprenons l'exemple du confinement. C'est vrai que le digital a beaucoup servi les acteurs en ligne. Hein. Oui, ça a permis ouais. de faire. Ce qui était assez marrant, c'est qu'en fait, moi, mon analyse de la banque privée, et je suis impatient que tu m'expliques après ce qui a changé aujourd'hui, ce que c'est la banque privée telle que tu la vois toi. Mais c'est que c'était en fait la banque pour tout le monde d'avant, mais en version 2015 ou 2000, voilà, et payant et plus cher. Ce que je m'explique, c'est que moi, quand j'étais plus jeune, mes parents, ils avaient un conseiller à la Société Générale. Ils devaient gérer, j'imagine, 50 personnes, 80, peut-être 100, enfin voilà. Et puis, ils les géraient vraiment. Et donc, quand tu l'appelais, quand j'avais mon premier job et que je l'appelais depuis Londres et que je lui disais, est-ce que tu peux me faire un virement là, c'est un peu la merde, j'ai besoin d'un truc, il me le faisait en fait, parce qu'on se connaissait, Philippe Lefebvre, et puis il me disait, ouais, et puis voilà, ouais, Mathieu, il n'y a pas de souci, bon, la prochaine fois, c'est mieux si tu m'envoies un fax, mais bon, tu vois, il le faisait. Ça, je pense qu'un banquier privé aujourd'hui, il peut le faire plus ou moins, mais dans les années qu'on suivit, donc avec la digitalisation de tout ça, en fait, les banquiers sont devenus des commerciaux. Et puis ils sont passés à 400 comptes par personne, ils connaissaient plus personne, ils changeaient tous les 3 ans, et toi tu te tapais à un type. Donc on t'a dit, si tu veux pas être comme tout le monde, maintenant il y a un truc qu'on appelle le banquier privé, enfin ça devait exister avant, mais et donc tu payes un peu, et il aura pas 400 comptes, mais il en aura 80 aussi, etc., etc. Mais à la fin, en fait, et ça je l'ai noté, j'ai fait un rendez-vous dans une banque où on parlait de et je disais je dénonçais le fait que c'était des commerciaux et pas des banquiers et pas des conseillers et la patronne me disait non et après à plusieurs reprises elle a dit mes commerciaux et à chaque fois la deuxième fois je l'ai chopé, je lui dis mais vous voyez, vous le dites vous-même, ce sont des commerciaux. Et en fait, le commercial, c'est de leur côté, mais de mon côté, moi, je veux pas un commercial. Et donc, du coup, ils essayent de te fourrer des produits de la banque, quoi. Donc, en quoi aujourd'hui un banquier privé peut ne pas être un commercial qui va me vendre des produits de chez lui? En quoi, moi, en fait, mon banquier de chez BNP, je veux qu'il puisse me vendre sans sourciller et sans problème le produit Société Générale parce que c'est le meilleur, en fait. Ou Nalo, ou peu importe. Ouais, autre. Surtout si je le paye. C'est vrai que tu mets le doigt sur une problématique qui est la vente de produits. Parce que comme toute autre industrie ou tout autre établissement, un établissement financier a un besoin de gagner des revenus, sinon il ne vit pas. Donc il faut qu'ils vendent des produits. Mais sauf que l'approche conseil que tu préférerais avoir plutôt qu'une approche vente de produits, tu ne peux l'avoir que si tu es indépendant et que si le produit n'est que la conséquence de tes conseils précédents. Il ne faut pas que le produit vienne en amont. Il faut qu'il vienne en aval. Oui. Et par conséquent, il faut que tu puisses aussi avoir les outils pour faire ce genre de choses. Or, aujourd'hui, la digitalisation de la gestion privée permet d'éliminer toutes les tâches à faible valeur ajoutée. Un banquier passe, il faut avoir un peu pitié de lui, parce qu'il passe à peu près 80% de son temps à faire de l'administratif. Si ce n'est pas 90%. Donc, du remplissage de papier, etc. Et en même temps, il faut qu'il rapporte ce qu'on appelle du PNB, donc du produit net bancaire. Il faut que son poste rapporte de l'argent. Et donc, entre l'administratif et le fait de faire du PNB, eh ben, le conseil, il va pouvoir le faire avec un ingénieur patrimonial, comme tu as eu la chance d'avoir, à ce que tu m'as dit l'année dernière, donc un fiscaliste, un juriste, etc., qui va t'expliquer telle opération, comment est-ce que ça peut être fait. Alors, ces notions de conseil, tu peux les avoir aussi auprès d'un avocat, d'un notaire expert, ou d'un expert comptable. Là, il l'internalise dans la banque et il te justifie en face 500 € de frais de banque privée par an, des frais prélevés dans les fonds d'investissement dans lesquels tu vas investir, qui sont des fonds d'investissement de la maison, etc., etc. Moi, je pense que la gestion privée aujourd'hui doit être... En fait, il faut faire un retour en arrière aux époques années 70, 80, où le conseiller privé doit être indépendant
de ce qu'il vend ou explique. Donc, toutes les tâches à faible valeur ajoutée, déjà, il ne s'en occupe pas. Il ne touche pas de rétrocession dessus. Et les conseils qu'il peut apporter, soit il les a et il les donne, soit il atteint une limite à un moment. Il va dire, bah voilà, monsieur, je connais un très bon notaire sur ce point-là. Je vous fais un mail, je vous fais une mise en relation. On peut le voir, il vous explique ce qu'il faudra faire ou pas, etc. Et en fait, ça permet d'aller voir tout de suite quelqu'un qui va être spécialisé sur la question et qui pourra faire les actes derrière. Parce il gagne sur quoi, du coup? Alors là, c'est des frais de commission, mais où il n'y a pas de rétrocession. C'est des frais comme si... oui, la différence, c'est que la rétrocession, elle est opaque, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et c'est que quand tu touches des rétrocessions sur un produit, il ne faut pas se mentir, l'être humain est bourré de biais comportementaux. Tu vas avoir tendance à vendre ce qui va te ramener un peu plus. Enfin, tu vois, on ne peut pas me faire croire que non, je vends que ce que... Non, l'être humain... inconsciemment, il va certainement aller vers des choses qui l'intéresseront plus lui. Et alors, il n'y a pas une histoire de loi sur ces par rétro? Oui, il y a MiFID 2, il y a MiFID 2 qui est venu un peu chambouler tout ça, notamment sur tout ce qui est produits bancaires, donc compte titre, PEA. Sur l'assurance vie, c'est plus difficile, mais c'est en train d'être mis en place aussi. En fin d'année, normalement, ton conseiller ou quoi doit te dire la liste des frais. La liste des frais. Alors aujourd'hui, il doit même te donner les frais en euros. Donc plus en pourcentage, parce que tu imagines bien que si on te dit tu payes 1,5 de frais pour 100 par an, tu te dis 1,5 sur 100, bon ok ça va. Enfin, quand tu vois que c'est 1,5 en fait c'est 15 000 euros, tu vois, tu n'as pas la même lecture quoi. Il doit te dire ce qui touche comme rétrocession. Là, il doit te donner tous les détails. Hein. Ça va être très 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 précis. Mais résultat, quelquefois la réglementation, comme tu le sais, peut tellement demander de précision que ça fait un nombre de pages aussi conséquent et le client ne le lit pas non plus forcément. Donc, je sais, moi, que la Commission européenne a lancé une consultation publique sur la finance digitale pour savoir ce qu'il faut faire pour que les clients aient un vocabulaire mieux appréhendé, des frais plus transparents, etc., etc. Là, c'est une consultation qui a été finie le 26 juin, à laquelle nous avons participé, à laquelle des assureurs ont participé, à laquelle des banques ont participé. Et ça va être un chantier, je crois, qui va durer 1 ou 2 ans de réglementation, etc. Donc, si tu veux, la banque privée dans tout ça, pour moi, elle doit prendre absolument un virage qui est celui de bien comprendre que les épargnants, maintenant, comprennent de plus en plus de choses, se documentent de plus en plus, et très bien, et très très bien. Moi, j'en ai plein au téléphone toute la journée. Certains connaissent très bien le sujet. Et j'aurais dû juste, pardon, excuse-moi, j'aurais dû juste dire ça. On a dû dire ça en tout début d'épisode, mais on est encore assez au début. Qui ça concerne juste la vente privée, qu'on soit, alors, que les gens qui nous écoutent, aujourd'hui, ouais. Est-ce que avec 3 000 euros par mois de revenus, je peux avoir... Alors, c'est pas une question de revenus, c'est une question de surface patrimoniale et plus loin que ça, une question de surface financière confiée en gestion à la banque. Donc, il faut... Donc, par exemple, je te donne un petit exemple. JP Morgan, en dessous de 10 millions, tu ne peux pas rentrer. D'accord. D'autres genres de banques, en dessous de 1 million, tu ne peux pas rentrer. Les banques privées de banque universelle ont des seuils un peu plus faibles parce qu'ils ont une panoplie de clients tellement plus large. Après, tu as des personnes qui vont dire, bon, aujourd'hui, je mets 400 000, mais dans un an, j'ai 5 millions qui tombent. Ok, vous pouvez rentrer. Vous voyez, tu vois, il y a des petites... Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les banques privées augmentent leur seuil et elles ont raison. C'est le bon choix. Parce que la banque privée demande de plus en plus de travail administratif et réglementaire. Et si ils gardent tous les clients qu'ils ont à des seuils trop faibles, ils vont être sous l'eau. Donc ça veut dire, c'est pas une question quand tu dis patrimoine, c'est qu'il faut que je mette 1 million chez eux en cash. Dans la banque. En cash. Si j'ai un patrimoine voilà, de 50 millions mais que j'ai pas de cash dispo. Et il y a même alors des choses encore plus fines, c'est qu'il y a des établissements qui disent, et puis il faut être en gestion sous mandat.
Et puis, pour avoir plus de frais, hein, voilà, c'est toute une question de. Il faut que le client rapporte un minimum de PNB par an, sinon il s'y retrouve pas. Et là, c'est assez logique. Tout chef d'entreprise qui nous écouterait, par exemple, c'est bien qu'il faut qu'il y ait une rentabilité de la boîte. Hein. Ok, donc on a compris que c'est quand même pas. Alors peut-être que chez vous c'est plus bas ou peut-être que. Alors nous, oui, nous on a des clients de 1 000 euros à plusieurs millions d'euros. Donc pour te dire, mais ça c'est le côté. Tout ce qui est la tâche à faible valeur ajoutée, c'est digital, numérique, signature électronique, etc., etc., pour remettre l'humain dans les tâches à haute valeur ajoutée. Ouais. C'est-à-dire que moi, je vais pouvoir parler aux gens de manière à leur parler de choses que le digital ne peut pas résoudre. Donc, tu sais, c'est un peu ce qu'on appelle aujourd'hui le phygital. Donc, on met le physique là où il est important. Et ça convient très bien aux gens. Si tu veux, le gars, il veut racheter 400 000 euros sur son assurance vie, sur son compte titre ou ce que tu veux. En quoi il a besoin de m'appeler? Enfin, tu vois, et d'ailleurs, je vais te dire un truc, il n'a pas du tout envie d'appeler son banquier parce qu'il sait par avance que le banquier va faire de la rétention, va lui dire ah mais attendez, peut-être qu'on peut faire comme ci, comme ça, etc. Et lui, non, il a envie de prendre ses 400 000 euros, d'acheter le bien qu'il voulait acheter, et voilà. Tu vois, Donc, pour toutes ces tâches-là, tu n'as pas besoin d'une personne. En revanche, je pourrais citer énormément de cas, mais une donation qui est faite à un petit-fils de 100 000 euros. J'ai eu le cas hier. Bon, voilà, il faut plutôt faire une donation partage, il faut plutôt faire ci, faire ça. J'ai le bon interlocuteur pour faire l'acte. Une autre personne me dit je voudrais acheter ma résidence principale. Ah bah écoutez, on travaille avec un très bon courtier. Voilà. Donc en fait, on va donner des petites astuces qui coûtent zéro en temps et en argent pour le client, mais qui peut changer en fait la façon dont la personne va gérer son patrimoine mieux. Mais en fait, un banquier privé, c'est un conseiller en gestion de patrimoine. Ah oui, évidemment. Mais sauf que... Est-ce que n'importe quel conseiller en gestion de patrimoine peut se qualifier de banquier privé? Non. Alors, la dénomination de banquier, il faut travailler dans une banque. Parce que être banque, c'est une accréditation. Okay. Tu as un agrément. Être conseiller en gestion de patrimoine, tu as d'autres agréments qui sont par exemple CIF, conseil en investissement financier, etc. Souvent, en fait, le mot banquier privé est devenu un peu générique. Je parlerais, pour être plus générique et plus précis, je parlerais peut-être de gérant privé. Ça s'adapte encore plus à, on peut rassembler conseiller en gestion de patrimoine, banquier privé, gérant de fonds, conseiller en ligne, etc. Mais le but de la gestion de patrimoine, c'est bien de se focaliser sur le client. Et comme on dit, on doit être client-centric, centré client, et pas product-centric. Tu vois, tu vois, il faut être... et le problème de la banque ou des établissements financiers, c'est que je pense qu'ils ont fait énormément de choses très très bien. Moi-même, j'en viens et je suis ravi d'y être passé parce que ça m'a formé sur énormément de choses. J'ai pu voir... T'es devenu un bon commercial. Du moins, je sais comment expliquer de la bonne façon à tout type de personnes. Ouais. Un bon commercial, c'est quelqu'un aussi qui sait parler à tout type de personnes. Et donc, si tu veux, je pense qu'aujourd'hui, si la banque privée veut prendre un bon virage, elle doit revenir, comme je disais, au conseil, au gérant privé des années 70-80, tu sais, qui était appelé par son client et ils se parlaient comme des amis. Tu pouvais limite être parrain du fils du client. Enfin, tu vois, c'était vraiment ça. Alors, Philippe Lebrève, dont je parlais tout à l'heure. Moi, j'étais en 90, hein, quand même, 80-90, mais ouais. Alors qu'aujourd'hui, comme tu le dis, le banquier change tous les 3 ans. Bon, t'as pas trop le temps de tisser énormément de liens. Dans un monde qui tourne extrêmement vite, t'habites à je sais pas combien de milliers de kilomètres potentiellement de ton banquier privé. Bon, heureusement aujourd'hui avec la visio, ça peut être bien. Ça, c'est un truc qui marche très très bien aussi. Hein. Les gens, ça leur va très bien. En fait, il faut que la gestion privée s'adapte au monde actuel. Ça manque de cigares, quoi. Et de golf. Ouais. Non, je déconne, je ne fume pas de cigares. Mais il faut vraiment... et je pense que cette histoire, on en parlait avant qu'on commence, mais cette histoire de confinement doit être un atout pour ce domaine-là, en fait. Ouais, alors c'est ce que je te disais, moi, pendant ce confinement, j'ai fermé à peu près, je sais pas combien de comptes et de machin, mais vraiment on a profité en pro, pour faire en perso, etc., un check, mais tu vois, de mon premier compte en banque, et ça m'a fait un truc, hein, tu vois, de fermer mon livret A, toujours un peu, sur lequel, machin, j'ai fermé ça, j'ai fermé tous mes comptes. J'ai grandi en Normandie, j'ai fermé tous mes comptes ouverts par Philippe Lefebvre, justement. Ouais. J'ai fermé tout ça, j'ai tout rapatrié sur un seul compte pour l'instant, et je me dis,
en fait, ça va être mon sorte de base camp. Mhm. Et là, j'aurai l'argent tous les mois voilà, qui arrive. Et depuis là, je vais faire, je sais pas, du trading sur eToro, Ouais, je sais ce par que exemple. tu veux, Ouais. du Nalo Ouais, si je veux pour un truc comme ça, Mhm. du livret A ailleurs, Du je sais crowdfunding pas, ailleurs. voilà, exactement, du crowdfunding, Donc, de l'or, des voilà. choses comme Ouais, c'est ça, vrai, ouais. etc. Bon. Et je me dis, je vais le gérer tout seul. Le problème, c'est que ça, c'est la théorie. Et en pratique, en fait, généralement, ce qui se passe, c'est que je rapatrie tout sur un endroit. J'ouvre quand même un PEL, un CEL, un je sais pas quoi, parce que je me dis, bon, au moins, ça c'est pas sur mon compte principal. Je vais pas craquer un jour et puis m'acheter un truc trop cher pour. Non, je suis pas comme ça, mais bon, voilà. Et puis, je fais pas grand-chose. J'achète un peu des bitcoins parce que ça me fait marrer, mais voilà. Euh, Comment je trouve quelqu'un. C'est peut-être aussi ça la question. Mhm. Et là, tu vois, quand je vois Mhm. qui fait ça pour moi, parce que c'est ça que j'attends en fait. Tu vois, Alors, qui en fait fait, ça, qui fait. Je lui dis, moi, tu vois, on en parle et je lui dirais, tiens, je veux à peu près 15% de crypto. Je voudrais 15% sur là, j'ai fait Mhm. récemment un épisode sur l'art et investir dans l'art, dans les peintures. Je voudrais faire ça, ça, ça et ça. Et quelqu'un qui une partie le gère et tous les mois investit et sans me prendre un bras et demi ou en Mhm. me prenant un truc qui fait que je sais Ouais. combien il me prend et que voilà. Ouais. Alors, tu Ma vois, question. en fait, tu es parti dans des éléments déjà trop financiers. Là, tu dis, par exemple, je voudrais faire 15% de crypto, tant de pourcents d'art, etc. Ça me plaît ce que tu veux dire là. Tu as une approche trop financière et pas assez projet goal-based, quoi. Ouais. Et c'est Goal-based, goal-based. donc investissement par objectif. Voilà, investissement par objectif. Et la seule manière de bien gérer ces fonds, c'est en fait, pour quelle raison? Pourquoi, en fait, je veux faire fructifier mon épargne? Il peut y avoir une raison précise, il peut y avoir juste une durée. Et par ces éléments, tu vas avoir le bon investissement. Parce que si tu pars dans des raisonnements financiers, alors là, je ne te raconte pas tous les biais comportementaux qui vont arriver, identifiés par plusieurs prix Nobel, hein, Kahneman, Taylor, etc. Et alors là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Je l'ai vu plusieurs fois. Tu te fais guider en fait par tes émotions, par tes intuitions. Mais je vais te dire, les intuitions et l'épargne, ça fait très mauvais ménage. Hein. Très, très, très mauvais ménage. Donc, il faut plus partir de ce principe-là. Et ensuite, tu vas te dire, OK, vu que c'est dans très longtemps, je peux prendre du risque. Donc, pourquoi pas de faire un petit peu de crypto, vu que c'est quand même ce qui est plus risqué, il faut le préciser. Beaucoup d'actions, beaucoup, etc. Mais en revanche, si c'est pour t'acheter un bien immobilier dans 3 ans, mollo sur le risque. Hein. Voilà. Et puis, encore une fois, ton voisin, il n'est pas comme toi. Il n'a pas les mêmes revenus que toi, il n'a pas la même surface patrimoniale que toi, selon le nombre d'enfants qu'il est ou qu'il n'est pas, selon qu'il a des crédits déjà, etc. Il pourra même, sur la même durée que toi, pour le même projet, il ne doit pas avoir le même investissement. Et c'est ça de la banque privée. C'est ça, en fait. J'adore vraiment ça. Et c'est vrai que ça, je pense que. Et c'est pour ça que j'ai été aussi embarqué. Ramit Sethi, ça te parle, non? Un Oui, américain, si, ça me parle. qui est un gros théoricien support du goal-based Tout à fait, investment, exactement. que j'avais entendu sur un podcast, et c'est là où je voulais vraiment faire ça. Mais ça a changé ma manière de voir, et encore, ça a changé, c'est encore très conceptuel, tu vois, parce que même là, je suis venu sur ce truc-là sans te donner de raison. Et je trouve ça très bien de ramener ça à des objectifs. Non, mais c'est très important parce qu'on parle de qu'est-ce que doit être la banque privée aujourd'hui, comment elle doit se transformer, etc. Mais en fait, la transformation, en réalité, elle est simple. En fait, il n'y a pas de difficulté. C'est arrêtons de bourrer des milliers de gens dans une case. On n'arrête pas de nous dire que la diversité, c'est formidable, et c'est vrai. On n'arrête pas de nous dire que chaque personne est unique, et c'est vrai. Mais alors, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que dans la gestion de l'épargne, on fout des milliers de gens dans une même case? Tu vois, là, il y a un truc que je ne comprends pas. Alors que la technologie, pour revenir sur mon histoire de la boire et des tracteurs, alors que la technologie permet que chaque personne soit investie pour lui, pour ses objectifs et pour la réalisation de son projet. Pareil, je dis toujours, ne cherchez pas une performance absolue, car comme tout ce qui est absolu, c'est une déception systématique. Cherchez des choses cohérentes. N'ayez pas un appât du gain démesuré, n'ayez pas des envies de folie des grandeurs à côté de la plaque. Il faut vraiment être cohérent, raisonné, rationnel,
Parce que tu sais, il y en a qui cherchent toujours quel est le meilleur rendement. Où est-ce qu'il faut que j'aille pour avoir le meilleur rendement. Mais en fait, le meilleur rendement, c'est ton rendement. Ton rendement, c'est le meilleur rendement. Tu vois? Et c'est pas parce qu'une affiche va te mettre 8% par an que c'est forcément le bon rendement pour toi et pour ton objectif. Tu vois? Mais c'est un système d'investissement qu'on a mis dans la tête des Français depuis des décennies, mais parce qu'on n'avait pas les moyens techno et algorithmiques, etc., pour arriver à là. Mais aujourd'hui, attends, aux États-Unis, ça fait 15 ans que des trucs comme ça existent. En Amérique du Nord, même dans des pays d'Asie, pourquoi est-ce qu'en France, il n'y aurait pas ça dans toutes les banques? L'idée, hein, c'est donc tu dis que en gros, tu vas clusteriser un peu, tu vas faire des sortes de silos, silotés pour parler plutôt français, en disant bon bah ça c'est le projet anniversaire de 50 ans, voilà, ça c'est le projet études de mon enfant 1, études de mon enfant 2, et voilà. Achat immobilier, retraite, et ça peut être sur toutes les longueurs pareil. Souvent on dit un investissement c'est forcément que pour du long terme. Faux. Tu peux investir sur 2 ans. Et il y a autre chose que le livret. Tu vois? Et en fait, c'est toute une question de volatilité. Quel est le niveau de risque acceptable pour moi? Pas pour des milliers de gens, pour juste moi. Toi, Mathieu. C'est quoi ton niveau de risque acceptable? C'est pas le même que celui de ta femme. C'est pas le même que celui je te confirme. Voilà. C'est pas le même que celui de ton meilleur ami. Et quand je dis niveau de risque acceptable, il n'y a pas grand-chose à voir avec quel est ce que moi je pense que je dois prendre comme risque. Parce que souvent, tu auras la mauvaise réponse. Parce que, par exemple, quelqu'un qui va te dire, moi, c'est pour ma retraite dans 25 ans, s'il veut faire du fonds euro, donc le capital garanti, je lui dis, ok, bah en fait, tu perdras de l'argent. Parce que le fonds euro, il te ramènera même pas l'inflation. Mais alors, c'est quoi tu veux dire? Ça fait partie des questions qu'il faut que je me pose. Donc, si je me dis, alors, on va peut-être pas parler que banquier privé, si je veux juste être un conseiller. Donc, un conseiller en gestion de patrimoine, il peut te conseiller si tu gagnes 2000, 3000 euros par mois, il vise l'avenir avec toi, etc. Alors moi, j'ai eu des moments, j'étais pour, j'étais contre, il y en a qui m'agaçaient parce que j'avais l'impression qu'ils essayaient absolument de me vendre un Pinel tout pourri, etc., etc. Et puis en fait, j'en ai vu quand même certains que j'adore et qui notamment m'ont dit, tu vois, en analysant, et là, en manière très objective, alors je pourrais dire aussi subjective, même si c'est pas opposé là-dessus, objectif de leur point de vue et subjectif par rapport à moi, c'est de me dire, en fait, toi, tu as une forte appétence au risque, par exemple. Puisque moi, je suis entrepreneur, en fait, j'ai toujours passé ma vie à avoir tout dans ma boîte, tout mon patrimoine, et voilà. Et puis, donc, une fois de temps en temps, réussi à vendre un truc ou machin, mais en fait, pendant très longtemps, de toute façon, on n'avait rien vendu, donc je mettais tout. Et puis, quand j'arrivais pour parler de mon argent, j'étais full risque, quoi, tu vois. Je me disais, tiens, cette action, c'est marrant, ça va faire un carton, et puis, et du coup, en fait, il m'a dit, il faut juste, et ça, c'est un très bon conseil, on a bossé un peu ensemble quelques années, mais il m'a dit, il faut que sur ton patrimoine financier, à un moment, tes économies, ton épargne, tu te calmes, en fait, quoi. Au moins en partie, quoi, tu vois, 50%, même plus, parce qu'en fait, sinon, il y a un moment, tu peux te retrouver juste... ouais, voilà, un bras devant, voilà, une main devant, une main derrière, mais c'est ça. C'est ça. C'est à peu près pareil. Et du coup, tu vois, c'est vrai que je vois la valeur d'avoir quelqu'un qui en fait t'écoute, te dit tout ça, etc., etc. Oui. Mais comment tu choisis en fait cette personne qui t'accompagne si c'est un banquier privé? Alors, tu vois, je vais te donner un exemple que j'ai eu il y a quelques années. Il y a une personne qui vient me voir à la banque privée où j'étais avant et puis qui me dit mais en fait, ce que vous m'expliquez là, le banquier que j'ai vu dans une autre banque privée m'explique les mêmes choses, donc c'est assez cohérent ce que vous dites aussi, mais pourquoi est-ce que je devrais vous choisir vous plutôt que lui? Elle dit, mais c'est extrêmement simple. Il est assez clair qu'il y aura peu de différence de conseils, parce que je vais te dire, la loi, c'est la loi, la fiscalité, c'est la fiscalité, la gestion financière, je veux dire, on a tous accès au marché coté dans le monde. Il n'y a pas une banque qui a accès plus à un marché qu'un autre, tu vois. Et en fait, je lui ai juste dit,
eh ben en fait, allez vers celui avec lequel vous avez le meilleur ressenti, le meilleur feeling, celui avec lequel vous estimerez que ça passera le mieux. Et si c'est pas moi, je ne vous en voudrais jamais. Mais il y a quelques critères objectifs quand même. Ah oui, parce qu'il y a des gens qui, il y a des gens, tu vois, il y a des gens qui sont très techniques et un peu froids et t'as pas un très bon feeling avec eux. Et en fait, peut-être que tu te dis à la fin, il y en a d'autres qui sont hyper empathiques, hyper machin, qui d'ailleurs sont peut-être des grosses buses, quoi, tu vois. Ouais, mais sauf qu'il faut vraiment faire gérer son épargne, t'as forcément de l'émotion. Donc il faut se dire, ok, le gars que j'ai en face de moi, il sera capable de me dire que là, je suis un abruti de faire ça. Par exemple, moi, j'ai des clients, je leur dis, mais attendez, c'est complètement nul, là. Ce que vous êtes en train de faire, c'est complètement nul. Et on pourrait croire que le gars, il va partir en courant. Bah non, mais non. Mais c'est qui ce gros con? Mais non. Un bon conseiller, c'est quelqu'un qui est capable de dire à son client, au risque que le client parte, que ce qu'il est en train de faire. Ah mais là, tu rejoins un métier que j'ai. Moi, je fais du conseil dans les technos, etc., etc. Quand j'ai un client qui vient, qui me paye pour lui donner des conseils, si je dis oui tout le temps, ça sert à rien. Alors là, donc, il faut avoir quelqu'un en face de soi, je pense, qui a un caractère assez trempé pour être capable de dire à son client qui fait fausse route, qui sait être empathique, donc qui est très humain. Souvent, tu sais, tout ce qui est technicien, etc., souvent, c'est pas ce qu'on appelle le front office. C'est pas forcément la personne qui a la relation en fait avec le client. Parce que on a chacun nos caractères. Voilà, il y a des gens qui sont un peu plus froids, qui aiment pas trop d'ailleurs forcément le contact client, mais qui sont très bons techniciens. Et ça, en revanche, ça va être le rôle du chef d'orchestre, banquier privé, conseiller en gestion de patrimoine, d'aller te guider vers le bon interlocuteur pour l'acte de donation, une vente d'un bien, un investissement X dans un coin Y, etc. Mais c'est toi, chef d'orchestre, qui va organiser ça, tu vois, et qui va avoir l'empathie, l'humanité et la technicité, peut-être pas aussi pointue que l'interlocuteur, lui, technique, et surtout avoir la compréhension d'à peu près tout un tas de sujets. Donc en fait, un gérant privé, c'est quelqu'un en vrai qui peut te parler foot du match de la veille, parce que peut-être que toi, ça te plaît le foot, et qui peut te parler finance demain et crypto après-demain. Mais pas forcément précisément, mais qui aura une vision globale qui fera qu'il saura, tu vois, il sentira le truc, etc. Et de façon objective, aller évidemment, alors ça c'est une nuance, vers en revanche un service de fond où on sent qu'il y a de la rationalité. Beaucoup de rationalité. Et ça, rien de mieux que des établissements qui se basent sur toutes les études faites, des prix Nobel sur les biais comportementaux, enfin tout un tas de choses là en revanche qui sont trouvables partout. C'est pas très compliqué. Ok. Une fois qu'on a dit ça, et que j'en ai choisi un, que j'ai trouvé la bonne personne pour m'accompagner, qu'on se fixe potentiellement des objectifs, puisque c'est l'idée, ce que tu dis, et moi je suis assez aligné là-dessus. Je fais quoi? Tu parles alors pour certains qui ont beaucoup d'argent, mais d'autres si c'est 10 000, ou alors 1 million pour d'autres où il faut beaucoup pour rentrer, tu vois. On se fait ce rendez-vous annuel, on parle comme ça, je te donne mes objectifs, et puis derrière, l'argent, tu le gères complètement, je fais plus rien. C'est ça l'idée du banquier privé. C'est ça l'idée, parce que en fait, on s'est rendu compte Je veux dire, pardon, excuse-moi, non, c'est moi, je te dis, moi, je voudrais du Amazon. Non, mais toi, tu dis rien du tout. Tu dis rien du tout. Tu dis, mais fais avec un autre chose que ce million que tu m'as laissé, ou ces 10 000 euros. Moi, je te dirais très directement que toi, tu dis absolument rien. Peut-être que acheter du Amazon de ton côté, mais m'emmerde pas. Voilà. En gros, parce que en fait, là, tu reparles finance. Tu vois, en fait, Amazon. Pourquoi est-ce que tu as envie d'acheter Amazon? Parce que oui, on entend que ça marche bien, etc. Mais enfin, t'es pas à l'abri que Amazon dans un an, tu vois, ça devienne beaucoup moins bon. Donc, il faut surtout être très diversifié. Et toi, tu dois te concentrer sur c'est quoi tes projets. Et moi, en face, je te mets l'allocation qui correspond à ce projet et qui correspondra chaque jour à ce projet. Et si tu as des informations qui changent dans ton environnement de vie, où là, moi, je ne suis pas derrière toi toute la journée, si, je sais pas, tu as un enfant en plus, tu as un crédit en plus, tu veux acheter une maison, etc., là, tu me le dis, j'intègre ça dans les allocations et je recalibre l'allocation par rapport à cette nouvelle information objective, qui est une information objective. Parce que me dire, je veux du Amazon, c'est subjectif. C'est pas objectif. Tu vois ? Oui, je comprends. Après, ce que je vois alors là-dedans, c'est que souvent, j'ai bien compris ce discours et je pense qu'il est bon. La problématique de certains conseillers est que
quand t'as un mini crack ou même un gros crack, t'as des actions qui perdent pas mal, etc. T'as beaucoup de clients qui arrivent qui disent on coupe tout généralement en bas, quoi. C'est-à-dire L'horreur. voilà. Le truc, mais vraiment, alors ça, c'est, tu vois, c'est les personnes qui vont te dire après que de toute façon, la bourse, c'est naze, j'ai toujours perdu de l'argent, et quand tu creuses, et ben en fait, ils ont vendu en 2008 quand ça avait fait moins 40. Mais attendez, le vrai problème, c'est pas la bourse, hein. Le problème, c'est l'épargnant. C'est l'épargnant qui fait n'importe quoi. C'est l'épargnant qui surréagit. C'est l'épargnant qui ne gère pas ses actifs par objectif. Si ton portefeuille pendant le coronavirus, là, si mi-mars, fin mars, il faisait moins 30, c'est que tu n'as pas besoin de l'argent, c'est que tu avais dit tu n'avais pas besoin de l'argent avant 20 ans. Donc on s'en fiche, mais alors, à un niveau très élevé, que tu fasses moins 20 conjoncturellement. En revanche, si tu fais moins 20 et que l'argent, tu avais besoin dans un an, c'est toi le coupable. C'est toi qui as voulu faire le plus malin avec la bourse. C'est toi qui as voulu faire du market timing. Et tu t'es planté. Et c'est de ta faute. Tu vois, c'est pas de la faute de la bourse. En fait, c'est que comme tu disais très bien, t'as pas fait tes silos. Ouais, je comprends tout à fait ça. La question qui vient derrière, évidemment, c'est une fois qu'on voit ça, donc dans les conseillers, les personnes à qui j'ai pu parler, te disent souvent, bon voilà, même si ça perd un peu, vends pas, fais-moi confiance, etc. J'ai l'impression qu'il y a quand même une tendance générale à penser que tout va se valoriser sur le long terme. Ouais, exactement. Tout à fait. Et donc, du coup, je veux dire, en fait, c'est assez simple. Je veux dire, tu peux jamais perdre, tu vois. À quel moment je vais dire, tiens, Albert est un blaireau et il est mauvais. Non, mais tu vois, jamais, j'espère. Mais dans quelle mesure un banquier, j'imagine que dans tous les métiers, vous faites des erreurs ou des mauvaises allocations, des choses comme ça. À quel moment le banquier, il peut se planter? Parce que ton portefeuille n'est pas assez diversifié, parce que les frais sont démesurés, donc te bouffent une partie de la perf. Parce que les frais, c'est une performance négative avec une probabilité de 100%. Ouais, c'est ça. C'est extrêmement simple. C'est sûr que si tu prends 2% sur mon portefeuille, t'as tous les autres, tu prendras 2% de moins à la fin. Donc, là où il faut faire attention, c'est que tes investissements, il faut qu'ils soient diversifiés, des frais cohérents. Tu peux pas demander 0 frais. Il faut bien que les gens mangent. Donc, diversifier le moins de frais possible. Et en revanche, là, le conseiller qui a son rôle a t'aider à faire tes silos. Moi, je dis toujours, il y a 2 silos principaux, préparer ma retraite et l'épargne de précaution. Le reste, achat immobilier, études d'enfants, c'est des projets que je vais appeler plus personnels. Retraite, épargne de précaution, c'est des projets universels. Pourquoi ? Retraite, on va tous y arriver, à moins de décéder avant, mais c'est pas l'objectif. Et épargne de précaution, c'est l'épargne en cas de coup dur. Un coup dur, on peut en avoir un, tu vois. Mais je vais pas mettre tout sur préparer ma retraite dans 25 ans. J'ai un coup dur dans 2 ans. Résultat, mon allocation retraite, elle est à 90% à action. J'ai un pet avec un Covid 21. Je suis à moins 20 et j'ai besoin de 2000 euros. Je ne suis pas très content. Alors que si j'ai fait mes silos, je prends dans épargne de précaution, il n'y a pas de problème. Tu vois, tout est une question de silotage. Voilà, et là, le bon conseiller, il va te dire les silos principaux et les silos annexes. Ne touche pas à cela, c'est ton truc plus tard, c'est pas de la précaution. Là, t'as perdu 2000 balles sur ce truc, attends de les regagner avant de toucher. Et j'ai fait, pendant le coronavirus, j'ai gentiment repris quelques clients sur des bêtises qu'ils étaient en train de faire, à faire du market timing, etc. Et j'en ai un, il m'a remercié à la fin, sauf qu'il n'avait pas fait ce que je lui avais dit de faire, mais il m'a remercié de l'avoir secoué, quoi. Enfin, de dire, mais non, ne faites pas ça. Il l'a quand même fait par émotion, parce que tu sais, dans le cerveau, tu as... Moi, j'ai rouvert un compte en bourse mi-mars. Tranquillement. Au bon moment, en l'occurrence. C'était complètement tête brûlée. Et depuis, j'ai fait des super perfs au début. Et puis depuis, je continue à en remettre. Mais je suis retombé accro. Ouais, alors, il faut faire attention, parce que ce que tu as fait, en gros, tu as lancé une pièce en l'air. Ouais, mais ça ne veut pas dire que c'était idiot, etc. Mais le market timing, quand ça fonctionne, c'est un coup de chance. Non, mais en plus, c'est pas rationnel, quoi. Je vais aller plus loin, c'est que
Aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi. Oui, d'ailleurs. Ouais. Pourquoi j'ai Ouais. gagné de l'argent en bourse depuis mi-mars. On est en juillet Ça 2020, fait donc voilà. plus 30. Ouais, comme c'est ça. À un moment, ouais. j'étais à plus 30, là, je suis plutôt à plus 20. Ouais. Je pense que ça va finir par craquer et je perdrai de l'argent, donc il faudrait que je vende si j'étais plutôt. Parce que c'est de l'argent que j'ai. Enfin, là, pour le coup, c'est plus pas de la précaution, c'est presque du jeu, en fait, tu vois. Ah, alors après, attends, il y a des personnes, je leur dis, attendez, si vous voulez vous amuser sur 5% de votre argent, très bien. Enfin, Ouais. moi, ça me dérange pas, hein. Mais faites pas ça avec 50%. Enfin, Mais tu sais, c'est toujours et là, on retombe peut-être dans des notions un peu plus philosophiques, mais tu vois, l'être humain, il a ce problème, il a quand même un gros problème avec l'argent. L'être humain a un problème avec l'argent qui est de je veux toujours plus. En général, oui, mais je veux toujours plus, mais il faut se dire pourquoi? Oui, non, mais je suis d'accord. Pour quel objectif? Si c'est juste par appât du gain, tu vas voir, un coup tu vas gagner, 2 coups tu vas gagner, 3 coups ça va péter. Hein. Non, puis en plus, c'est presque après, ça pourrait être, je suis pas un podcast de philo, mais non, parce que philosophique, je pense moi très sincèrement que quand tu te donnes des objectifs dans la vie, que tu les atteins, exactement. et que tu as derrière d'autres objectifs, moi je sais que quand j'ai pas de vacances prévues, je pourrais exagérer, je suis pas malheureux, mais je sais que le fait d'avoir un objectif de vacances à un moment, un truc, un bout de tunnel, etc., je me dis, bah tiens, c'est cool, dans 2 mois je vais au ski, parfait, tu vois. Et donc ces objectifs, je pense qu'ils sont intéressants aussi parce qu'ils te donnent des raisons pour lesquelles tu fais ce que tu fais. Quoi. Et d'ailleurs, dans les termes gestion privée, tu as le mot privé. Donc c'est privé, ça veut dire pour chaque personne. Tu ne peux pas faire de la gestion globalisée générique si tu veux te positionner en tant que gestion privée. Ça, c'est pas possible. Tu vois, tu peux pas faire tu peux avoir 3-4 profils alors que tu as 20 000 clients. Tu vois, c'est compliqué à tenir, je pense. Mais alors, du coup, une fois que j'ai compris un peu tout ça, je mets une partie en gestion privée. Il y a des gens qui utilisent plusieurs gestionnaires privés, en fait. Ouais. Donc, alors, beaucoup d'argent, j'imagine. Ouais. Alors, il y en a qui utilisent plusieurs. Alors, en fait, oui et non. Souvent, les gens pensent que, alors, si on a une certaine surface patrimoniale, avoir 2-3 établissements, c'est très bien. J'en ai vu qu'il y en avait genre 15 ou 20. Je t'avoue que là, ça devient presque. C'est un problème. Il n'y a pas de raison objective. Je veux dire, c'est complètement déconnecté de la réalité. Avoir 2-3 établissements avec 2-3 donc interlocuteurs qui te semblent bien, qui ont une bonne connexion avec toi, que tu estimes assez, comme je te disais tout à l'heure, un caractère un peu trempé pour pouvoir te dire quand ça va pas, pouvoir te guider, te prendre par la main, etc. Mais alors avoir une panoplie, alors là, je vois vraiment pas l'intérêt. Surtout qu'on commence à trop s'éparpiller, quoi. Si tu veux, là, tu vois, quand tu parlais d'objectifs, comment tu veux tenir des objectifs avec je ne sais trop combien d'interlocuteurs, tu vois, c'est un peu c'est ça. Ils sont répartis partout, ouais, il y a peut-être conflictuels les uns les autres. Ouais. Et à partir de quand tu dois te dire je dois avoir un conseiller privé? À partir de quelle surface? Alors là, je parle pas de banque privée. Ouais, à partir de quelle surface? En fait, je dirais que c'est pas tellement une question de surface, c'est une question de problématique. Si tu as des problématiques complexes, là, il faut t'y intéresser. Il faut avoir quelqu'un avec qui tu peux parler. Si tu estimes, et il y a des personnes avec des surfaces patrimoniales intéressantes qui n'ont pas de problématiques particulières, hein, tu vois, qui sont assez, qui ont un patrimoine assez simple. Là, je vois pas trop l'intérêt d'aller voir un conseiller privé, d'avoir quelqu'un à qui tu peux un peu parler, te guider un peu, mais aller payer je ne sais combien pour que juste ils te disent faites ci, faites ça, et en fait tu le vois une demi-heure par an et tu le payes je sais pas combien. C'est vraiment une question de complexité de ton patrimoine et de tes problématiques personnelles. Plutôt. On va arriver au bout, mais je voudrais quand même. Il y a un moment où tu te dis aussi un conseiller finalement là. Alors déjà une chose, mais tu lui donnes quand même ton argent. Je trouve ça assez finalement en soi, c'est pour beaucoup presque aussi voire plus précieux que tes enfants, tu vois. C'est vraiment. Mais il y en a chez qui t'attendrais. Et ça, si je lis au travers des lignes, même un peu plus.
Huggy les bons tuyaux, tu vois. Je me dis, en Ouais. fait, j'aimerais avoir finalement le mec qui me dit, c'est un conseiller, son métier, c'est de gérer de l'argent, il va m'envoyer des trucs, il va Ah, me dire, tiens, faut que tu fasses ça, et là, bien tu vas sûr, bien sûr. péter les plafonds. Bien sûr, et c'est exactement ce que doit être un conseiller privé, c'est qu'il doit, comme je te disais, je crois au début, il ne doit pas avoir de conflit d'intérêt. Il ne doit pas avoir de conflit d'intérêt. Il doit pouvoir te dire. Alors, et puis aussi, il faut. Oui, mais ça, c'est pas de tête froide, tu vois, Huggy les bons tuyaux. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est sur enfin, dans la manière dont je vois où tu me Alors, parles d'objectifs, etc. Est-ce que tu dois arriver et dire, attends, il y a ce truc là, il y a un coup à faire sur ce machin. C'est un peu ce que t'attends. Les recettes magiques, ça n'existe pas. Mhm. Il n'y a que Panoramix qui a cette recette. Ça n'existe pas. En revanche, les conseils sensés, par exemple, ça m'arrive souvent de dire à quelqu'un, non mais attendez, là, ce que vous voulez faire, c'est n'importe quoi. En fait, ça n'a aucun sens. Ah bon, pourquoi? J'explique rationnellement, et là il me dit, ah oui d'accord, très bien, je comprends. Messieurs, les bons tuyaux, si on appelle bons tuyaux recette magique, sors ça de ta tête, ça n'existe pas. Mais après, alors, il y a une chose. Moi qui est là-dessus qui me pose pas un problème, mais alors après il faut le décorréler des objectifs, etc. Mais tu vois, il y a beaucoup de services aujourd'hui. Je te parlais d'Olivier Goy, October, je te Ouais. parlais de mais il y en a plein d'autres d'ailleurs Ouais. sur la alors il y avait un de troisième, mais comment il s'appelle Anaxago, tous ceux Ouais. qui font des financements de projets immobiliers, des taux de ouf, des choses comme ça. Là, c'était quand même relativement safe. Je sais pas maintenant ce que ça va donner. Alors, Il y a eu quelques années où tu pouvais claquer du Ouais. 8%, du Ouais, 10%, alors du il faut faire 12% sur attention tas de choses. parce qu'il n'y a pas de recette magique. Plus le taux est, par exemple, ce que tu parles, les crowdfunding immobiliers, en fait, tu prêtes de l'argent à un promoteur, quoi. En Ok. amont pour Voilà, valider exactement. ouais. Alors, il faut savoir que si tu prêtes de l'argent en fait à un promoteur, c'est qu'à un taux aussi intéressant, enfin aussi élevé, c'est qu'il est à un stade du développement de sa promotion qui est critique. Hmm. Il a besoin d'argent un temps, 2 ans, 3 ans, en attendant certains permis, certaines choses. Mais n'oublie jamais le couple rendement-risque. Bien sûr. Plus Bah, si lui le peut avoir de l'argent rendement, à 8%, il prendra à 8%. C'est juste qu'il n'a pas le choix. plus le rendement qu'on va te donner et qu'on te présente est élevé, plus le risque est élevé. Il n'y a pas de Non, mais 10% sans risque. c'est vrai, je suis d'accord, mais, tu vois aussi ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu une période de 6, 7, 8 ans où en fait tous les acteurs te déclaraient haut et fort sans problème qu'ils avaient eu zéro défaut, que tout était passé, etc. Donc au bout de 8 ans, tu peux te retrouver le Oui. bec dans l'eau avec un truc comme ça. Mmh. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens dans les conseillers qui ne conseillaient pas ce genre de choses, notamment parce qu'il n'y avait pas de commission. Ah, entre autres, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait absolument pas. Mais c'est tout à fait vrai. Mais je repose ça. Il faut toujours se dire que plus le rendement présenté est élevé, plus le risque est élevé. Comment je fais pour avoir un conseiller qui peut me proposer des choses sur lesquelles il n'a pas de commission, mais juste parce qu'elles sont bien? Il faut le payer au forfait? Je le fais et d'autres le font. Sans aucun problème. Parce que une mise en relation avec une personne de confiance qui fait quelque chose de bien, tu sais, c'est pas très compliqué. Un coup de téléphone, un mail, une petite réunion de 1 heure sur un Zoom, et ça marche nickel. Il y a une possibilité de dire finalement, au lieu de payer justement 500 €, je vais en payer 2005 par an. Ouais. Mais en revanche, je vais avoir des conseils de quelqu'un qui touche rien d'autre. Oui. Alors ça s'appelle. Il y a des. Donc ça, c'est des frais front en fait, où tu n'as pas de rétrocession prise. Donc c'est écrit sur le contrat de conseil. Alors le problème, c'est que souvent, pour l'instant, ça marche pas trop. Parce que lorsque tu dis à un épargnant, je te fais payer le triple, mais j'ai pas de rétrocession. Ça veut dire qu'il faut que tu lui dises, avant j'avais des rétrocessions, donc je gagnais pareil, mais tu ne le savais pas. Je pose la question, mais j'aurais trop de mal à payer 1500 balles à un type. Il y a un truc un peu psychologique. Alors que je sais que même il est probable qu'il en gagnera plus si jamais je le paye. Donc en fait, il faut vraiment aller vers des personnes qui ça va peut-être te paraître un peu bizarre, mais qui savent donner sans compter. Parce que plus tu auras des bons conseils de la part d'une personne et qui ne te fait pas payer maintenant là, plus en fait il y a une confiance qui se crée. Et le jour, par exemple,
j'aide par exemple des entrepreneurs qui n'ont pas d'argent parce qu'ils commencent, tu vois. Je fais pas payer. Et en fait, je fais ce qu'on appelle en gestion privée, c'est du nursing. C'est un peu comme la nurse, quoi. Ouais. On fait pas payer. Et en fait, le gars, le jour où il fait un cash out avec sa boîte, bah, il se dit bon, bah, Albert, ça fait 10 ans qu'il m'a aidé sur plein de trucs, etc. Il est hyper sympa. Donc, j'ai confiance en lui. Donc, bah, ça y est, j'ai du cash maintenant. Bah, je vais le faire gérer par lui. Et c'est là où je vais gagner mon argent. Mais c'est comme ça il va que chez ça se Rothschild, passe. t'es vénère. Non, mais voilà. Non, mais oui, mais je suis vénère contre moi. Ouais. C'est que j'ai Non, mais truc, je dis ça. Et en l'occurrence, peut-être que justement, c'est là où tu dois lui faire gagner ta confiance. Il sait derrière que tu as des aussi bons produits, etc. Parce que souvent, ce qu'ils te vendent, c'est te dire j'ai des meilleurs trucs que les autres. Mais il faut. Tu parlais de confiance tout à l'heure, je confie quand même mon argent. Et ben, je comprends très bien que quelqu'un, avant de te confier une grosse somme d'argent, il apprenne à te connaître pendant 2 ans. Ouais. Ça me dérange absolument pas. Et du coup, chez Nalo, sans faire la grosse promo, moi je voudrais juste comprendre, parce que vous avez des commissions qui sont plus basses que partout, c'est ça? C'est un peu le délire. Exactement. Comme je te disais, la techno permet de baisser les coûts. Donc voilà, vous avez des coûts. Moi, je pensais qu'en fait tout était quasi automatisé. Ouais, mais vous avez aussi des gens qui conseillent. Ouais, bah, comme moi ou comme 2 autres personnes. Mais là, tu te conseilles à partir d'un certain montant. Si je dépose 1000 € sur Nalo plus 100 € par mois, je peux pas t'appeler? C'est à partir de 250 000 € chez nous. Ensuite, sur des conseils, plus simples, par exemple, un client qui me dit, bah voilà, qui a 30 000 € par exemple chez nous, sur un projet achat immobilier, et il me dit, bon voilà, j'arrive au bout de mon projet, je vais donc clôturer le compte chez vous. Bah tu vois, premièrement, je lui en veux pas, parce que c'est son projet, ça y est, il arrive. Et ensuite, je vais lui dire, bah voilà, on travaille avec un type formidable qui sait très bien trouver les bons crédits, et je fais pas payer en plus, c'est quelques mots. En fait, j'aide la personne avec mon expérience, et ça me coûte rien en énergie. Enfin, tu veux, c'est mon expérience de banquier privé. Et un banquier privé, c'est quelqu'un qui doit faire profiter ses clients de son expérience sans commencer à dire « Ah, puis ça va vous coûter tant en plus, et puis tant en plus, etc. » Là, c'est un peu limite. Tu vois, je trouve ça un peu... Je comprends. Ok. Ça me semble assez clair. C'est un bon tour de la question, quoi. Écoute, il va falloir que je te mette 250 000 €. C'est beaucoup quand même. Hein. Ça fait un petit. Je vais en parler à la maison. Quoi. On va voir. Parfait. Merci, Mathieu. Écoute, c'est moi qui te remercie. Dernière question, oui. Quand même. C'est quoi ta martingale à toi, Albert? Ma martingale à moi, elle est extrêmement simple. Je fais comme tout dans la vie. Je fais très simple. Ouais. Un compte courant, mon assurance vie. Bon, chez Nalo, évidemment, vu que un PEA. Et quelques investissements immobiliers, particulièrement en murs de commerce, parce que les baux sur les murs de commerce sont moins protecteurs du locataire, donc le propriétaire s'y retrouve un petit peu plus. Et mais tu les trouves où? Comment? C'est quoi? Tu les fais toi-même? Non, par les murs de commerce, je les trouve grâce à une personne que je connais qui a créé une société de conseil qui te trouve les murs de commerce et qui te fait tout de A à Z avec la même ADN que Nalo. Et ça, par exemple, je mets... Baltis Capital. D'accord. Et ça, par exemple, je mène mes clients vers eux, ça coûte 0 aux clients et je touche que dalle. Que dalle. Et je fais profiter nos clients de ma martingale. Et moi, mon intuition, c'est quand même le commerce. Alors bon, ça se transforme, etc. Mais le commerce dans la rue, quand même, avec le digital, tout ça. Mais en fait, il y a justement un renouveau sur et notamment dans les centres-villes. Ok. Ouais, tout à fait. Bon, écoute, très bonne martingale. On mettra le nom. En fait, je te dis, la meilleure martingale, c'est faire simple. Penser que tu gagneras plus en faisant des choses complexes, tu te fous le doigt dans l'œil. Ok. Bon, bah, j'ai eu tout ce qu'il me fallait. Je rappelle, tiens, juste une chose, c'est que vous m'avez proposé pour mes auditeurs un truc sympa, je crois qu'il a bien marché la dernière fois, vous étiez beaucoup. Donc, si vous venez de la part de La Martingale,
vous aurez 3 mois de frais de gestion offerts. Donc indiquez-le. Et ils sont déjà pas chers, donc si en plus vous en avez 3 mois offerts, c'est déjà bien. Je préférerais qu'ils soient chers en fait, comme ça je pourrais dire c'est un super truc parce que je vous offre un super truc, mais quand ils sont pas chers, mais c'est déjà vachement bien. Et du coup, non, je pense je vous vois réagir là tous les deux, mais je pense à une promo d'un épisode de podcast américain que j'écoute. Il parle de ce fabricant de matelas et de lits, il y en a quelques-uns, et il dit si vous achetez un matelas en venant de ma part, vous aurez 2 oreillers offerts. Et vu le prix des oreillers, honnêtement, à $200 l'oreiller, c'est quand même vachement bien. Et là, tu te dis, putain, ils vendent $200 l'oreiller quand même. Ouais, ça c'est dingue. Et tu vois, voilà. Donc, non, c'est déjà hyper bien. Donc, 3 mois en disant que vous venez de la part de la Martingale ou de Mathieu ou de qui vous voulez, mais du podcast, tout ça, ça passera. Je te remercie, Albert. Donc, on t'ajoute sur LinkedIn, par exemple, Albert Dantoir. Exactement. Avec un tréma. Il n'y a pas beaucoup de noms avec des trémas sur le U. Bon, ça marchera aussi. Voilà, D''AN. On remettra tout ça sur la fiche du podcast. Et puis, écoutez, à tous, je vous remercie de noter cet épisode 5 étoiles, ce podcast 5 étoiles sur, vous pouvez le faire aussi vous, sur les plateformes Apple. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la semaine prochaine sur la Martingale. Je cherche toujours quelqu'un pour faire un épisode sur comment investir dans le cannabis, si vous connaissez des gens, mais pas un dealer. Hein. Je cherche quelqu'un qui investit dans le cannabis aux États-Unis, au Canada, etc. Il y en a pas mal. Je cherche quelqu'un pour sur un sujet de comment prendre des risques. Moi, j'aimerais faire un épisode avec quelqu'un sur comment tu fais des têtes brûlées de l'investissement, tu vois. Et je pense que toi, tu me diras, faut pas faire ça, mais sur une partie où Bah si, parce que en participant à la création de Nalo, j'ai été un peu une tête brûlée, pour te dire. Voilà, donc mais voilà, j'aimerais bien voir un peu et peut-être quelques strates comme ça. Donc si vous avez des idées de personnes, d'épisodes, etc., vous nous les envoyez, lamartingale@causavostra.com. Je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine cette fois-ci. Salut. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La Martingale est produit par Causa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.